L'histoire débute dans un monde médiéval où un aimable marchand nommé Bonaza propose de payer des esclaves demi-humains pour leur travail. Les humains autour de lui commencent à le juger pour sa bonté envers une race inférieure, et même les demi-humains hésitent à accepter son paiement. Cependant, Banaza insiste, et ils partent après avoir joyeusement accepté la somme. Banaza dit ensuite à son ami que chacun mérite d'être traité équitablement, mais elle lui rappelle que leur monde raciste n'acceptera pas ses idées si facilement. Soudain, les mains de Benaza commencent à briller, et bientôt, tout son corps est enveloppé dans la lueur et mystérieusement téléporté. Au grand choc de Queen, Benaza se sent perdu en arrivant, entouré de prêtres, et leur chef l'accueille comme un héros potentiel pour le royaume de Clérode. Il explique que leur monde a besoin d'invoquer des héros d'autres univers pour combattre le seigneur démon à leur place, et une servante place un dispositif de test pour mesurer les pouvoirs de Banaza. Cependant, elle est déçue de voir qu'il est un homme tout à fait normal, tandis que Banaza pense que ce résultat est parfaitement normal. Soudain, une servante crie de joie sur un autre autel, annonçant qu'ils ont invoqué un héros légendaire. Même la servante de Banaza se précipite vers le héros alors que toute la foule éclate de joie et commence à le contempler de façon presque sacrilège. Par la suite, le roi déclare que ce héros est leur sauveur. Tandis que Banaza est complètement laissé à lui-même, il se demande comment rentrer chez lui, mais le mage du roi lui dit qu'il n'y a aucun moyen de le renvoyer. Alors il ordonne à Bonaza de vivre dans la lointaine forêt de Delaevza. Après être monté dans la calèche pour son voyage, Bonaza demande au conducteur demi-humain s'il est l'esclave du roi, mais il explique que dans leur monde, les demi-humains sont traités de la même manière que les humains. Une fois arrivé à la forêt, l'homme lézard donne à Banaza un sac de rangement avec de l'argent et de la nourriture, l'avertissant que la forêt d'apparence paisible est en réalité remplie de puissants soldats des ténèbres. Alors que le chauffeur s'en va, Banaza le remercie pour son aide avant de sortir une épée de son sac. Il se rend compte que le roi lui a donné un morceau d'ordure fragile pour le mettre en difficulté. Avant de remarquer des slimes derrière lui, Banaza pense que ce sera un défi facile, mais les slimes l'attaquent soudainement à la vitesse Mach et il parvient heureusement à les éliminer. Banaza est choqué de voir qu'une seule attaque a complètement détruit son épée. Soudain, une voix lui dit qu'il est monté de niveau et lui montre que ses stats sont infinies. Bonaza ne comprend pas ce que signifie le symbole de l'infini et se sent choqué car il commence soudainement à apprendre 1 milliard de nouveaux sorts. Ensuite, le système détecte que son sac de rangement est maudit, avec un sortilège attirant les monstres. Alors il l'enlève, réalisant que le roi voulait le transformer en nourriture pour monstres. Il commence alors à se diriger vers la forêt, mais le système lui dit que la forêt contient de nombreuses poches de mana maléfique à l'intérieur. Il demande à Banaza s'il doit supprimer le mana maléfique, et il hoche la tête, et une lumière aveuglante sort et purifie complètement 1 millier de kilomètres à la ronde. Soudain, le système interrompt ses pensées en annonçant qu'il est monté de niveau un autre milliard de fois, le laissant complètement abasourdi. Pendant ce temps, de retour au château de Clérode, la princesse Elisabeth proteste contre la décision cruelle de son père d'envoyer Bonaza dans la dangereuse forêt de Delaevza, qui est essentiellement le quartier général du démon. Le roi ne ressent aucune culpabilité pour s'être débarrassé de personnes innocentes qu'il a lui-même invoquées, mais soudain, un messager l'informe que quelqu'un vient d'utiliser la purification, qui est le sort sacré, le plus puissant. Le roi sourit d'un air suffisant, pensant que son héros blond a déjà appris un sort incroyable, mais il est stupéfait lorsque le garde révèle que le sort a été utilisé à Delaevza. De retour à Bonaza, il se demande comment il a gagné 300 niveaux juste en utilisant un sort de magie, mais il l'écarte comme un événement tout à fait normal dans ce nouveau monde. Ensuite, Banaza décide de cacher sa véritable identité en utilisant un sort de métamorphose, qui lui donne un Ghiat de niveau 10. Il commence à penser que peut-être être une femme n'est pas si mal, mais au final, il combat ses pensées intrusives et se retransforme en un homme déguisé. Ensuite, le système le téléporte de nouveau à la capitale royale, ce qui lui donne l'idée d'essayer de se téléporter chez lui. Le sort ne fonctionne pas, alors Bonaza sourit et décide de s'installer dans le nouveau monde en devenant un aventurier. À la guilde des aventuriers, la réceptionniste lui explique tous les rangs d'aventuriers, elle lui demande son nom, mais il choisit de cacher son identité et s'inscrit sous le nom de Fléau. Après avoir reçu son jeton d'aventurier, Fléau réfléchit à quelle quête commencer et remarque une jeune fille demandant à être escortée jusqu'à la forêt de Delaevza, même après qu'elle leur ait dit que sa famille sans défense est en danger. Les aventuriers la repoussent froidement, refusant de risquer leur vie. Fléau se sent mal pour la fille et offre de la téléporter là-bas. Et tout le monde autour de lui pense qu'il est un minable séducteur trompant une fille innocente avec de fausses promesses. D'après leurs murmures, Fléau réalise enfin que la téléportation n'est pas une magie de débutant. Ensuite, la chevaleresse royale Balerosa et ses amis l'interrogent pour qu'il explique ce qu'il fait.
Il leur dit qu'il a la preuve qu'il peut se téléporter et les emmène dans une ruelle tranquille pour le montrer. Léo utilise le sort et téléporte tout le groupe à l'extérieur de la forêt, les laissant tous choqués. Réalisant qu'elle l'a faussement accusé, Balerosa s'excuse rapidement auprès de Fléau avec ses amis. Pendant ce temps, la petite fille s'inquiète que tout le mana maléfique ait disparu de la forêt. Fléau essaye de lui dire qu'il a purifié la forêt, mais le système l'empêche de révéler ses secrets à un démon. Il est confus que la petite fille soit un démon, et soudain, toutes les filles pointent leurs armes sur elle, sachant déjà qu'elle trompait les gens pour les aider et les consommer pour leur pouvoir. La petite fille reste là, innocemment. Mais soudain, son visage se tord en un sourire bestial et elle se moque de tout le monde en pensant qu'ils sont assez forts pour l'affronter. Elle révèle sa vraie forme, un gigantesque loup démon appelé Fenris, disant qu'elle est la sœur de l'un des 4 démons les plus forts, appelés les Infernal Fours. Les filles tombent toutes à genoux sous la pression de Fenris, mais Fléau reste debout, à sa grande surprise. Il protège les filles de ses attaques et les téléporte de retour au château. Se préparant à affronter le seigneur démon de front, Fenris charge Fléau, mais il évite facilement son attaque avant de bloquer la suivante. Il utilise une tornade pour la piéger. Avant d'utiliser un sort de gravité pour la maintenir attachée au sol, Fléau se demande comment vaincre le démon sans blesser personne, et le système suggère de l'asservir pour contrôler ses pensées. Cependant, Fléau refuse d'utiliser l'esclavage, voulant préserver le monde du concept maléfique. Alors que Fenririus Fenris essaie sans succès de se libérer de la puissante gravité, le système continue de dire à Fléau de l'asservir, mais il continue de refuser jusqu'à ce que Fenris n'ait plus de magie. Elle accepte sa défaite et se prépare à perdre sa vie. Mais Fléau l'épargne. Fenris lui rappelle qu'elle est l'ennemi juré de tous les humains, mais il lui dit qu'il ne veut pas se venger de quelqu'un qui s'est rendu. Elle se sent touchée par sa gentillesse et reprend sa forme humaine, et Fléau détourne rapidement le regard avant de lui donner des vêtements. Cependant, elle s'évanouit d'épuisement avant de pouvoir les mettre, alors Fléau la porte dans une tente et la guérit avec sa magie. Alors que Fenris se repose à l'intérieur de la tente, il se demande pourquoi il peut utiliser les sorts les plus puissants du monde. Bientôt, Fenris se réveille à l'intérieur de la tente et sort après avoir remarqué que son corps a complètement guéri. Pour remercier Fléau de sa gentillesse, elle décide de ne plus jamais attaquer les humains et offre de devenir son servante. Fléau lui dit qu'elle n'a pas besoin d'aller aussi loin, mais Fenris commence à pleurer, disant que sa vie deviendra insignifiante sans son maître. Il craque complètement devant son jeu d'actrice et accepte son offre, mais l'avertit qu'il vient d'un autre monde. Cependant, Fenris se fiche d'où il vient et dit qu'elle continuera à le servir quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, au château royal, le roi se met en colère contre son faux héros pour avoir perdu toute une troupe de soldats face à des monstres de niveau 1. Le prince se défend avec arrogance, disant que ses soldats étaient trop pathétiques pour combattre un vrai monstre, et quitte la salle. Le roi demande ensuite à un soldat des nouvelles de la performance du héros, et apprend qu'il s'est en fait enfui comme un lâche, et a tout reproché au soldat. À l'extérieur, dans les couloirs du château, le héros se sent frustré d'être trop faible pour combattre de vrais monstres, même après tant d'entraînement. Sa belle servante Souya interrompt ses pensées, et le prince s'en va gaspiller tout l'argent du roi pour la choyer. Le lendemain, alors que Fléau marche avec Fenris vers la guilde des aventuriers, un vendeur ambulant l'appelle Madame Fléau. Elle se sent heureuse que les gens penseront qu'ils sont mariés, et Fléau dit que c'est une bonne façon de couvrir leur véritable relation. Cependant, Fenris commence à traiter cela comme un vrai mariage, excité d'avoir un mari aussi fort que lui. Ils entrent ensemble dans la guilde des aventuriers, où Fenris s'inscrit comme aventurière, rougissant d'avoir obtenu un jeton assorti à celui de son mari. Alors qu'il se demande quelle quête entreprendre, la réceptionniste annonce que le royaume est en situation d'urgence à cause d'une horde d'ours démons. Elle révèle que n'importe qui peut entreprendre la quête pour vaincre la horde, mais les aventuriers se sentent mal à l'aise, car même le héros a échoué contre elle. Fléau pense aussi qu'il est trop faible pour combattre une armée assez forte pour vaincre le héros, mais Fenris lui dit que les ours sont trop faibles pour eux. Elle lui fait les téléporter tous les deux à l'endroit de la horde d'ours, et ils remarquent une maison vide réservée par la guilde pour les aventuriers. Les deux se préparent à éliminer les ours, et ils entendent soudain des cris terrifiés à proximité. Ils se dirigent vers là pour voir la scène. Voyant des filles entourées d'ours démons, Fenris pense qu'ils devraient simplement ignorer les humains faibles, mais Fléau reconnaît qu'ils sont les chevaliers royaux. Alors il saute pour aider. Il élimine une vague d'ours avec un sort de foudre. Pendant que Fenris en achève un autre, les filles se sentent soulagées d'être sauvées. Se sentant choquées que Fléau ait survécu à son combat contre le seigneur démon, elle demande qui est la fille mignonne avec lui, et Fléau présente Fenris comme juste une amie, ce qui blesse ses sentiments.
Soudain, un autre ours se faufile sur Fenris de nulle part, et Fléau pense qu'elle va se blesser. Cependant, Fenris fixe simplement l'ours, et il est terrifié, au point de se soumettre complètement à elle. Fenris et Fléau décident tous les deux de garder l'ours calme comme animal de compagnie, et Fléau le transforme en un petit lapin appelé Sib, choquant les filles par la façon dont il traite un démon avec désinvolture. Par la suite, les filles se présentent comme Balriosa, Blossom, Billari et Bolano, et demandent à Fléau de les entraîner. Balriosa explique qu'après que le roi ait ordonné à tous les aventuriers de devenir assez forts pour soutenir leur héros, ils ont essayé de s'entraîner contre les ours démons, mais étaient encore trop faibles pour en vaincre un seul. Fléau hésite, pensant qu'il n'a aucune expérience pour enseigner à qui que ce soit, et Fenris devient jalouse que les filles essaient de draguer son homme. Il remarque sa colère et explique aux filles que Fenris est en fait sa femme. Alors elles se sentent toutes mal à l'aise et retirent leur demande. Cependant, Fenris se sent satisfaite qu'il ait annoncé leur mariage en public et autorise Fléau à entraîner les filles. Alors il accepte finalement de les accepter comme élèves. Ensuite, les filles demandent maladroitement à Fléau si elles peuvent vivre dans sa maison, car la zone de la forêt est trop dangereuse pour elles. Fenris accepte rapidement de les accueillir, disant qu'elle peut leur faire de la place en dormant dans le même lit avec son mari rougissant. Le lendemain, Fléau emmène les filles combattre une bête démoniaque, mais elles laissent toutes tomber leurs armes et s'enfuient, terrifiées pour leur vie. Fléau réalise qu'il va leur falloir un certain temps avant qu'elles ne puissent affronter des monstres. Alors il loue une chambre où les filles peuvent rester. Les filles le remercient pour son cadeau et Fenris les appelle en bas pour le dîner. Mais elles sont déçues de voir de la viande crue présentée pour elles. Fléau commence à cuire la viande avec du balirasa, ce qui rend Fenris confuse, elle qui aime la viande crue. Après un petit moment, il prépare donc de délicieux plats, et Balirosa explique qu'elle vient d'une famille noble pauvre, qui n'a pas les moyens de payer des cuisiniers, alors elles ont simplement appris à faire leur propre nourriture. L'ego de Fenris refuse d'accepter que la nourriture cuite soit meilleure que crue, mais sa fierté est brisée, car elle a le goût de la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais mangée. Elle dit à contre-cœur aux filles qu'elle cuisinera la nourriture la prochaine fois, et elles acceptent joyeusement son offre. Le lendemain, Fenris et Fléau surprennent la guilde des aventuriers, avec toutes les puissantes bêtes qu'ils ont tuées pour le butin. Alors que tout le monde murmure à leur sujet, Fléau réalise qu'il aurait dû être plus discret, au lieu de simplement jeter les monstres devant la guilde en plein jour. Ensuite, Fenris demande à Fléau s'il peut s'occuper de certaines affaires, avant qu'un membre du personnel de la guilde, appelé Lilith, ne l'appelle pour une conversation importante. Alors que Fenris part secrètement assister à des cours de cuisine, Lilith emmène Fléau dans la salle de la guilde, où elle le félicite pour ses grandes réalisations. Il regrette secrètement de s'être montré par erreur, tandis que Lilith lui demande de rejoindre le royaume et de soutenir le héros comme son bras droit. Cependant, Fléau pense à sa vie paisible avec Fenris et décide que cela ne vaut pas la peine de s'impliquer dans une guerre insignifiante au grand choc de Lilith. Après avoir refusé l'offre de Lilith, Fléau sort de la guilde des aventuriers, où il trouve Fenris, qui a l'air de sortir d'une zone de guerre. Il s'inquiète qu'elle ait été battue par des bêtes démoniaques, tandis que Fenris repense à son cours de cuisine désastreux, où elle a simplement fait exploser toute la cuisine. Pendant ce temps, au château royal, le héros reçoit des nouvelles que quelqu'un de puissant a éliminé les ours démons, alors il donne l'ordre de recruter cette personne comme son bras droit. De retour chez lui, Fléau refuse l'offre du royaume de les rejoindre et continue d'enseigner à ses élèves. Il regarde Blossom s'occuper de sa ferme, pensant qu'elle pourrait devenir Super Saiyan si elle mettait le même effort dans l'entraînement. Pendant ce temps, Fenris essaie de faire tirer Billari sur une cible vivante au lieu d'une cible, mais elle trouve trop dur de blesser une créature vivante. Fléau donne également à Bolano une bague pour améliorer son mana, qu'elle accepte, mais Fenris se faufile derrière elle, menaçant de mettre fin à sa carrière si elle la met à son annulaire. Tout en gardant jalousement les filles à distance de son mari, Fenris remarque quelqu'un qui les espionne. Plus tard, elle prépare un dîner incroyable pour tout le monde et révèle ses cours de cuisine secrets, disant que même si cela semblait impossible au début, elle a finalement appris à manipuler les matériaux de cuisine. Se sentant heureuse de pouvoir être utile autrement que pour se battre, Fenris sert à Fléau une portion spéciale de curry. Il apprécie sa nourriture, la faisant rayonner de joie. Tandis qu'à l'extérieur de leur maison, l'espion appelé Uliminas continue de les observer. Uliminas reste inconsciente de la présence de Fenris et elle apparaît soudain derrière elle et l'emmène à l'intérieur pour l'interroger. Fléau sert du thé à Uliminas et apprend qu'elle est en fait une servante du seigneur démon. Le Nico-humain lui dit qu'elle était juste dans la région et qu'elle est tombée sur eux ensemble. Fenris dit fièrement à Uliminas qu'elle est mariée à Fléau, qui se sent choqué qu'un gars ordinaire l'ait apprivoisée. Uliminas demande ensuite ce qui est arrivé à la forêt de Delaïsa, et Fléau explique qu'il l'a purifiée avec un sort, ce qui la choque.
Elle demande à Fenris si elle savait que Fléau avait indirectement tué son frère Fangarel, qui était également à l'intérieur de la forêt. Fenris dit que même si c'était le cas, son frère ne voudrait pas qu'elle pleure sa mort. Elle dit au chat qu'elle a décidé de rester avec Fléau à cause de sa force et de sa gentillesse. Et les filles jettent un coup d'œil depuis un coin, se sentant coupables d'avoir écouté leur conversation. Pendant ce temps, Ulyminas pense que Fléau et Fenris sont une menace pour le seigneur démon. Alors elle prétend défier Fléau à un combat amical pour les éliminer. Ils sortent pour commencer le match, et Ulyminas saute, libérant une griffe magique qui fond sur Fléau, tout en créant une attaque depuis le sol. À son choc, Fléau rejette facilement les deux sorts et lie fortement ses membres, complètement impuissante dans son piège. Elle abandonne rapidement et s'en va. Et Fléau retourne à l'intérieur avec Fenris. Il dit plus tard aux filles qu'il cachait l'identité de Fenris pour les protéger des ennuis, disant qu'elles sont libres de la signaler au château maintenant qu'elles le savent. Velarosa prend la parole, disant qu'elle ne trahirait jamais quelqu'un qui l'a tant aidé. Le reste des filles acceptent également de garder le secret, mais leur moment réconfortant est ruiné après que Fenris ait senti une perturbation à l'extérieur. Quand elles sortent pour enquêter, les filles se sentent horrifiées de voir une horde des dragons les plus forts du seigneur démon voler vers elles avec Ulyminas. Ulyminas pense qu'elle a ça dans le sac, mais Fléau se sent juste excité de voir un dragon pour la première fois. Il se met ensuite au travail et frappe les dragons hors du ciel comme une bande de mouches au grand désarroi d'Ulyminas. Alors que les dragons restants s'enfuient, Ulyminas est laissé pour compte, et Fléau aide Blossom à éliminer son propre dragon avec son aide. Blossom se sent heureuse d'obtenir un titre de Dragon Slayer gratuitement, tandis que Bellarosa commence à pleurer parce que les autres dragons étaient déjà partis. Regardant cette scène dans une boule de cristal, le seigneur démon Ghaul se lève, prêt à agir contre son nouvel ennemi dangereux. Le lendemain, Fléau met une barrière autour de sa maison pour les protéger de tout espion démon. Fenris lui dit qu'il a été trop gentil de renvoyer Ulyminas sans aucune punition, mais Fléau se sent toujours coupable d'avoir accidentellement tué son frère, Fengil. Elle lui dit qu'elle s'en fiche et s'accroche joyeusement à lui pour rentrer à la maison. De retour à la maison, les Night Girls admirent toujours le titre de Dragon Slayer de Blossom. Bellarosa s'excuse et part s'entraîner, pleurant secrètement qu'elle voulait aussi le titre. Elle se sent triste de ne pas avoir eu la chance de restaurer le statut noble de sa famille. Mais un homme interrompt ses pensées, lui demandant son chemin vers la maison d'un vieil ami. Elle demande à l'homme qui il recherche, et après avoir appris qu'il s'agit de Fenris, elle pointe son épée sur lui, le soupçonnant d'être un démon. Le démon lève les mains en signe de reddition, disant qu'il ne veut faire aucun mal, et offre de partir après avoir dit à Balerosa d'inviter Fenris à lui rendre visite. Balerosa se demande pourquoi l'homme a eu un nom si étrange, appelé Gozal, et Fléau et Fenris se précipitent pour vérifier son état. Fenris roule des yeux au seigneur démon pour avoir utilisé un nom si manifestement faux, tandis que Balerosa commence à transpirer à grosses gouttes parce qu'elle vient de menacer avec désinvolture le seigneur démon. Par la suite, Fléau et Fenris invitent Gal dans leur maison. Et il est surpris que Fléau soit si calme. Gal voit Balerosa à l'intérieur de la maison et l'invite à s'asseoir avec lui. Ensuite, il exige avec colère de savoir ce que Fléau a fait à sa servante Ulyminas. Fenris demande à Ghaul s'il veut se venger d'Ulyminus, mais il demande en fait à Fléau de rejoindre son armée des ténèbres. Fléau refuse son offre, et Ghaul se demande pourquoi il ne se bat ni pour les humains, ni pour les démons. Fléau lui explique qu'il vient d'un autre monde, il ne s'impliquera donc pas dans une guerre où il ne connaît même pas la raison du combat. Ghaul explique que leur monde est en guerre depuis 500 ans, après que le premier seigneur démon soit arrivé d'un autre monde. Parce que les démons étaient opprimés par les humains, le seigneur démon les a conduits à se défendre, ce qui a créé cette guerre sans fin. Cependant, Ghaul pense que la guerre est inutile et cause des souffrances inutiles, et Fléau est surpris qu'un démon comme lui veuille réellement la paix. Ensuite, Gal libère une aura menaçante, déclarant qu'il ne prendra toujours pas de risque si quelqu'un d'aussi puissant que Fléau change d'avis et rejoint soudainement les humains. Fléau lui dit calmement qu'il ne va pas se battre, tandis que Fenris boit calmement son thé, et Balerosa subit 10 crises cardiaques différentes à cause de la pression. Ghaul dissipe finalement son aura et rit, réalisant que Fléau est sincère dans sa parole. Il se lève pour partir, disant qu'il reviendra pour le lui demander à nouveau. Avant de partir, il est surpris que Balerosa ait résisté à sa pression malgré le fait d'être humaine. Après son départ, les filles s'assurent du bien-être de la pauvre Balerosa, qui a simplement accepté son sort. Le lendemain matin, Balerosa descend pour le petit déjeuner, seulement pour voir Gal se régaler à table. Il l'invite à le rejoindre, mais elle s'excuse en disant que sa chemise de nuit n'est pas une robe appropriée. Et sort discrètement de la pièce. Plus tard, Balerosa tente de s'échapper de la maison, mais trouve Ghaul qui l'attend à la porte.
Après ce jour, Gaul continue de lui rendre visite, la forçant à s'enfuir à chaque fois, c'est terrible. Dans la capitale royale, des espions informent le roi qu'un homme étrange rend visite à Fléau, et il se met en colère que Fléau les trahit. Cependant, la première princesse souligne qu'ils n'ont pas la preuve que Fléau travaille avec les démons, alors ils devraient lui demander quels sont ses objectifs avant de lancer des attaques. Cependant, leur héros idiot entre soudainement en scène comme un grand caïd, disant qu'il va y emmener une armée et forcer Fléau à se joindre à eux. De retour au palais du seigneur démon, Uliminas demande à Gaul de rester en arrière, car Fléau est trop puissant, mais il lui dit que c'est un homme de confiance qui lui a montré beaucoup plus de respect que le roi. Après avoir dit ça, il y a encore une chance qu'il puisse recruter Fléau. Gaul quitte le palais, mais Uliminas se demande si c'est vraiment son véritable objectif. Pendant ce temps, dans la maison de Fléau, Fenris regarde pendant qu'il crée de l'équipement à partir des caillots de dragon pour lancer une entreprise d'armement. Elle lui rappelle qu'ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent en travaillant simplement pour le roi. Mais Fléau lui dit qu'il ne veut pas abuser de son pouvoir et aider quelqu'un envers qui il est biaisé. Fenris félicite son mari d'être si gentil et juste, mais leur moment d'amour est interrompu par un coup à la porte. Ils sortent pour voir le héros exiger avec arrogance que Fléau se joigne à lui, menaçant de le tailler en pièces sinon. Pendant que le héros pense que Fléau va définitivement se joindre à lui après sa performance digne d'un Oscar et vaincre le seigneur démon, Fléau lui dit qu'il ne veut se battre pour aucun des deux camps. Cela met le héros en colère, qui pointe son épée sur lui, disant qu'il est un traître à la race humaine. Toutes les filles de nuit le dénoncent pour avoir agi comme un tyran, mais le héros menace de les arrêter si elles ne l'aident pas à vaincre le traître Fléau. Réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire facile, Fléau décide de vivre ailleurs pour protéger les filles de tout problème. Mais Balerosa lui dit qu'elles veulent rester avec lui. Elle dit que les humains lui ont lavé le cerveau en lui faisant croire que les démons sont mauvais, voyons. Mais en réalité, ils ne font que répandre la haine, alors elle veut rester avec Fléau et Fenris, qui sont des gens paisibles. Voyant que toutes les filles ne veulent pas rester avec lui, Fléau téléporte tout le monde, tandis que le héros pique une crise de colère parce qu'il est ignoré. Bientôt, Gaul arrive sur les lieux, pensant que le héros a détruit la maison de Balerosa. Il est furieux que les stupides humains aient blessé sa bien-aimée et ordonne immédiatement à tous ses démons de lancer une attaque contre le royaume de Clérode. Quelle horreur! Bientôt, l'armée de démons commence à percer les défenses de Clérode. Perquant rapidement toute leur défense nord, le roi se demande pourquoi son héros ne fait rien, et ses conseillers suggèrent qu'ils devraient appeler tous leurs mages et utiliser un sort de purification puisque leur héros est complètement inutile. Pendant ce temps, Gaul prédit que le royaume utilisera la purification. Alors il ordonne à toutes ses troupes de se retirer du champ de bataille. Les mages du roi se rassemblent tous et lancent un énorme sort de purification qui supprime le mana sombre entourant leur nation. De retour chez Fléau, Fenris lui demande s'il a commencé son entreprise en ville, mais il lui dit qu'il teste toujours le marché des armes, pour décider d'un prix pour ses propres biens. Blossom propose également de vendre ses légumes pour fournir un revenu, et Billari suggère d'élever leurs chevaux pour contribuer. Balerosa et Bolano se sentent toutes les deux inutiles d'être sans emploi, mais Fenris dit qu'elle les soutiendra fièrement en tant que maman de la meute, et Fléau est d'accord, les laissant se sentir coupables, c'est dommage. Dans le royaume, un mage informe la première princesse que leur sort de purification ne durera que 3 mois, et elle décide de prendre les rênes du royaume, puisque son père est dans le coma, après avoir utilisé tout son mana. Pour son premier ordre, elle déclare qu'elle va virer le héros inutile, et dit aux mages de consulter un oracle pour déterminer ce qu'ils doivent faire ensuite. Plus tard, un garde jette le héros dehors avec ses affaires, il crie pathétiquement que le royaume reviendra en courant, lui demander de l'aide. Pendant ce temps, dans la chambre de Fléau, il dit à Fenris qu'il a remarqué à quel point elle a travaillé dur. Elle lui dit qu'elle ferait n'importe quoi pour lui, et Fléau la remercie ensuite d'avoir accepté les filles humaines dans sa maison. Il lui dit qu'il est reconnaissant pour toute son aide, mais Fenris s'endort d'épuisement avant qu'il ne puisse finir de parler. Il se sent reconnaissant de vivre une vie paisible, sachant qu'il aurait été perdu dans le nouveau monde sans sa femme. Le lendemain matin, les filles de nuit disent à Fléau de leur laisser la maison et de profiter d'un bon rendez-vous avec Fenris. Fenris approuve leur idée, mais Fléau se sent toujours timide autour d'elle. C'est trop mignon. Ils sortent jeu bientôt et profitent de leur temps en couple en déjeunant dans un bon restaurant. Après le déjeuner, Bonanza dit à Fenris qu'il veut lui faire un cadeau, en guise de remerciement, et elle se sent ravie de recevoir son amour. Alors qu'il regarde les étals de rue, Fenris remarque de jolis bijoux. Alors Fléau lui achète une jolie broche qu'elle porte avec fierté. Plus tard dans la nuit, les filles regardent Fenris alors qu'elle s'extasie sur son cadeau, se sentant jalouse qu'elle ait un si bon mari. Après que tout le monde soit allé dans sa chambre, Fenris rejoint Fléau dans son lit, le laissant sans sommeil à cause de la nervosité. Pendant ce temps, le héros tâtonne dans le trésor du royaume,
essayant d'obtenir un trésor secret qui l'aidera à vaincre Fléau. Alors qu'il est jaloux du pouvoir de Fléau, une voix lui murmure. La voix dit au héros de la libérer s'il veut le plus grand pouvoir du monde et l'invite dans une pièce secrète pour retirer une épée d'un rocher. Tsuya s'inquiète de voir le prince parler aux voix dans sa tête et il réalise que lui seul peut les entendre. Bien qu'il sache que c'est un piège, le héros se sent désespéré de pouvoir et retire l'épée mystérieuse. Cela crée une rafale de vent qui le repousse et invoque un puissant djinn appelé Aya, qui manie le pouvoir de la lumière et des ténèbres. Voyant que le héros l'a libéré, Aya propose de lui accorder 3 vœux en récompense et il sourit sournoisement concoctant des idées maléfiques. De retour au château royal, la princesse convoque l'ancien oracle. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, d'étranges chaînes magiques apparaissent autour du cou de tout le monde. La princesse ordonne à ses gardes de vérifier le trésor. Alors que l'oracle explique qu'un djinn a placé une malédiction pour leur enlever la tête en échange de l'octroi d'un vœu, elle révèle que le djinn peut facilement vaincre le seigneur démon, mais le royaume l'avait scellée parce qu'elle est trop dangereuse. La princesse Elisabeth demande à l'oracle comment se débarrasser de la malédiction, et elle lui dit de trouver le vrai héros, Cléo. Pendant ce temps, Cléo vend son équipement de dragon à un marchand d'armes professionnel qui se demande si c'est lui qui a vendu beaucoup de viande de dragon récemment. Fléau lui dit qu'il a juste des sources secrètes, et le marchand accepte de garder son secret. Lui demandant de continuer à lui apporter son butin rare, Fléau demande également au marchand de le présenter à quelqu'un à qui il peut vendre ses peaux de monstres, et il accepte rapidement. Regardant par la fenêtre de la boutique, Balerosa se sent jalouse que Fléau soit un si bon homme d'affaires, et Fenris pense qu'elle veut voler son homme. Elle rassure rapidement Fenris en lui disant qu'elle veut juste un homme fort et fiable, tandis que Fenris lui rappelle qu'elle peut toujours opter pour le majestueux seigneur démon Gaal. Après, Fléau sort de la boutique, et ils commencent à rentrer ensemble. Fenris se sent un peu triste qu'ils auront moins de temps à passer ensemble après que Fléau ait commencé son entreprise. Mais soudain, Aya apparaît derrière eux, avec l'intention d'assassiner Fléau. Fenris se précipite pour le protéger, mais l'attaque de Aya tranche son corps, la laissant tomber dans les bras du Fléau choqué. Aya essaie d'attaquer à nouveau, mais Fléau bloque tous ses sorts avec ses autodéfenses, tout en essayant de guérir Fenris. Le système lui dit que sa blessure est trop profonde pour être guérie, et le cœur de Fléau s'arrête, pensant qu'il a perdu sa femme pour toujours. Pendant ce temps, Aya lance un sort puissant, appelé Origine de la Lumière, qui crée une puissante explosion à l'emplacement de Fléau. Cependant, il reste indemne, à son grand choc, et le système apprend à utiliser son sort. Tenant sa femme ensanglantée dans ses bras, Fléau se souvient de tout l'amour qu'elle lui a donné, c'est touchant. Même s'il lui a enlevé son frère, furieux qu'il n'ait pas réussi à protéger son amour, il se lève silencieusement, jurant avec des mots glacés de faire payer Aya pour ce qu'elle a fait. Son système rembobine automatiquement le temps de Fenris, inversant ses blessures devant le djinn, choqué. Aya demande à Fléau comment il peut utiliser un sort aussi incroyable, et il répond en lui donnant un coup de poing au visage. Insulté, mais Fléau s'approche silencieusement d'elle et la jette au sol, lui ordonnant de se taire. Aya essaie d'utiliser un sort de ténèbres contre lui, mais Fléau le traverse facilement et la soulève par la tête. Alors qu'il la pousse contre un mur, Aya réalise que Fléau a des stats infinies, sachant qu'elle est condamnée. Pendant ce temps, Fléau continue de la frapper sans pitié, et chaque coup envoie du sang gicler autour. Près de là, Fenris se réveille finalement, surprise de voir son corps guéri, et regarde son mari y briser chaque os du corps de Iya. Fenris se sent fier que Fléau soit si en colère pour elle, mais se souvient ensuite de sa nature gentille, le jour où il lui a épargné la vie. Fléau attrape alors le cou de Iya, se préparant à finir de lui épargner la vie. Il refuse froidement de pardonner au meurtrier de sa femme, mais quand il entend la voix de Fenris, les yeux de Fléau s'adoucissent finalement. Elle le supplie de laisser partir Aya, lui rappelant qu'il ne tue jamais personne qui se rend à lui. Fléau laisse tomber le djinn et serre sa femme dans ses bras, pleurant des larmes de soulagement qu'elle soit toujours avec lui. Pendant ce temps, la princesse se téléporte près de l'emplacement de Léo, prête à demander son aide, mais soudain, tous les colliers maudits de tout le monde se brisent. De retour dans le trésor royal, le héros et Tsuya se blottissent ensemble dans une pièce fermée alors que les chevaliers frappent à l'extérieur. Soudain, une voix étrange retentit, heureuse que Aya, qui la retenait, ait échoué dans sa mission. La voix prend le contrôle du corps de Tsuya et se présente comme la grande mage d'Amélina. Avant de transformer le héros en une bête géante, elle monte sur le dos de la bête, prête à se venger de tous les nobles qui l'ont scellée. De retour en ville, Fléau guérit toutes les blessures de Aya. Elle se réveille et implore immédiatement son pardon, et il lui dit que tout va bien puisque sa femme va bien. Léo dit à Iya
qu'il a inspecté sa mémoire pour savoir pourquoi elle l'a attaqué, et elle est choquée qu'il ait copié un sort que seule elle sait utiliser dans le monde entier. Il se demande comment gérer le djinn problématique, et Fenris suggère rapidement qu'il devrait moins faire de Aya son serviteur. Il demande à Fenris si elle est d'accord d'avoir son agresseur autour d'eux, et elle lui dit que même si elle est ennuyée, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'être trop faible. Avec l'approbation de Fenris, Fléau accepte de pardonner à Aya, et l'invite à se joindre à lui. Aya est surprise car elle pensait que les humains sont des créatures maléfiques, qui n'oublient jamais leur haine, mais la gentillesse de Fléau l'a fait accepter son offre. Elle propose de devenir son serviteur complètement, et Fléau s'excuse de l'avoir battu. Cependant, Aya lui pardonne rapidement, se sentant secrètement excitée par la façon dont il l'a maltraitée. Fenris lit rapidement son esprit bizarre et se met en colère. Mais Fléau se demande comment réparer les dégâts que leur bataille a causés à la ville. Il pense à utiliser à nouveau le sort de rembobinage du temps, mais Ayao le prévient de ne pas trop l'utiliser. Elle explique qu'il a des stats infinies et la capacité de copier n'importe quel sort qu'il voit, mais utiliser la manipulation du temps trop souvent peut causer de sérieux problèmes. Léo hoche la tête et se contente d'utiliser la magie de réparation normale et rentre chez lui avec les filles, après avoir réparé la ville. Une fois rentrés chez eux, les filles de nuit sont terrifiées par Aya et Balirasa l'emmène dans sa chambre. Plus tard dans la nuit, Fléau est assis seul, pensant à ses pouvoirs incroyables qui lui permettent même de vaincre des djinns mythiques. Balerosa entre dans la pièce et il lui dit qu'il ne sait pas comment utiliser ses pouvoirs. Elle lui dit que c'est une question difficile à répondre, et même Chi est toujours en train de comprendre pourquoi elle s'entraîne à devenir plus forte après que le royaume l'ait trahie. Après, Léo retourne dans sa chambre, où il trouve Fenris assise tranquillement, il lui demande ce qui ne va pas, et elle lui dit qu'elle a peur qu'il ne retourne dans son monde précédent avec la puissante magie du djinn. Fenris supplie Fléau de l'emmener avec lui, mais il la rassure en lui disant qu'il ne veut de toute façon pas y retourner parce que son ancien monde est hostile aux demi-humains comme elle. Ensuite, Fléau propose de se marier pour de vrai, disant qu'après tout le temps qu'ils ont passé ensemble, il est vraiment tombé amoureux d'elle. Même s'il faisait juste semblant d'être un couple, Fenris lui dit qu'elle a toujours traité leur mariage comme réel, et elle est heureuse d'avoir pris cette décision. Alors que les cœurs vibrent de passion, les deux sont allongés ensemble. Et Fenris demande à Fléau d'arrêter de cacher sa véritable forme. Il lui dit qu'il a construit sa vie avec elle en tant que Fléau. Alors il continuera à être sous cette forme et ils se préparent à passer une nuit pleine d'émotions ensemble. Soudain, un bruit proche interrompt leur passion et ils trouvent Aya la perverse en train de profiter de leur romance torride. Fenris lui demande combien elle a vu et Aya révèle fièrement qu'elle était là depuis le début. Fléau lui dit de leur laisser de l'intimité dans la chambre à coucher, mais Ya soutient que c'est son devoir d'être avec son maître quoi qu'il arrive. Alors que toute la maison les entend crier sur Ya, elle propose de devenir invisible tant qu'elle peut regarder, laissant le mari et la femme complètement embarrassés. Le lendemain, la princesse Elisabeth fait le tour de la ville à la recherche de Fléau, mais ne trouve aucun indice sur son emplacement. De retour chez Fléau, tout le monde s'assoit pour dîner, et les filles apprennent que Aya fait tout le travail ménager. Elles se sentent toutes embarrassées de vivre juste dans la maison de Fléau comme un tas de bons à rien sans emploi, tandis que Fléau se demande pourquoi elles se sentent si mal. Plus tard, Blossom travaille dur dans les champs, déterminée à prouver sa valeur, tandis que Bolano décide de rendre Fléau fière en devenant plus forte. Soudain, un cheval sauvage commence à piétiner le champ de Blossom, et Billary réalise que le cheval est probablement nerveux à cause de Saïb, l'ours démon. Après avoir dit à Saïb de rétrécir en sa forme de lapin, elle monte à cheval et le calme. Billary se demande alors s'ils peuvent utiliser toute la terre ouverte autour d'eux pour élever des bêtes, et Blossom lui dit qu'ils doivent l'acheter au seigneur local. Pendant ce temps, Fenris se sent heureuse de sortir à nouveau avec Fléau. Même s'ils vont juste vendre de l'équipement, Fléau entre et donne des armures aux marchands. Pendant que Fenris l'attend dehors, soudain, le ciel devient noir alors que des nuages sombres le remplissent rapidement. Près de là, Elisabeth remarque également le ciel sombre et un portail apparaît, qui invoque le héros monstre. Cléo sort de la boutique, prête à protéger les habitants de la ville, tandis que Damélinus s'approche de la princesse royale et fait exploser ses gardes. Aya apparaît également devant Fléau et l'informe que le monstre est en fait un humain transformé par la magie de la sorcière. Elle explique que Damélinus était en fait la mage la plus forte de Clayrod, mais le royaume l'a scellée après qu'elle se soit plongée dans la magie noire. Elle leur dit ensuite que Damélinas était également scellé avec elle dans le piédestal de l'épée, mais le héros génial les a libérés tous les deux. Ensuite, Païa demande à Fléau la permission de démolir le monstre, et il lui dit de faire attention et de garder les habitants de la ville en sécurité. Pendant ce temps, Damélinas nargue la princesse acculée avant que son monstre ne lève le pied pour l'écraser. Soudain, une explosion repousse le monstre,
Et Damélinas se met en colère en voyant Aya protéger la princesse. Elle demande pourquoi le djinn va à l'encontre d'elle, et Aya lui dit qu'elle éliminera tous ceux qui essaieront de se mettre en travers du chemin de son maître. Damélinas la nargue pour ne pas avoir réussi à accorder un simple vœu, et invoque un éclair puissant pour attaquer. Cependant, Aya le bloque sans effort, rappelant à Damélinas qu'aucune attaque magique ne peut lui faire de mal. Ensuite, la sorcière essaie de briser les défenses de Aya avec des attaques magiques et physiques, mais rien ne fonctionne contre elle. Se sentant désespérée, elle pose ses mains sur le sol et invoque un pouvoir démoniaque redoutable, qui renforce son monstre et triple sa taille. Le monstre commence à se déchaîner, mais soudain, il rétrécit à sa taille normale alors que Fléau se précipite pour aider. Aya s'excuse d'avoir été trop lente à tuer le monstre à temps et demande la permission de finir Damélina. Se demandant comment un humain a supprimé son sort, Damélina panique. Ensuite, Aya utilise un sort sombre qui tire son âme du corps de Tsuya et la scelle dans une pelote de fil qu'elle mange. Fléau se demande s'il est sûr de consommer des esprits maléfiques et Aya lui dit qu'elle disciplinera correctement Damélinas pour qu'elle devienne une servante soumise pour lui. Pendant ce temps, Fenris se demande quoi faire du héros inconscient et de Tsuya, et Fléau lui dit de laisser le château royal s'en occuper. La princesse Elisabeth s'approche de Fléau et Bose, le remerciant d'avoir protégé son royaume. Elle s'excuse auprès de Fléau pour tout le manque de respect que le héros idiot de son père lui a montré, et lui dit qu'elle l'a démis de ses fonctions. Elle demande ensuite à Fléau s'il aimerait devenir le héros, mais il refuse, disant qu'il ne voudra pas toujours utiliser son pouvoir pour le bien de l'humanité. Il part après avoir dit à Elisabeth qu'il veut juste prendre sa retraite paisiblement et continuer à vivre avec sa femme. Plus tard, après que Fléau soit rentré chez lui, les filles lui demandent si elles peuvent acheter plus de terre pour étendre leur entreprise. Bailry propose d'élever des bêtes magiques dans de nouvelles écuries, tandis que Blossom pense à étendre sa ferme, ce qui aiderait Fléau à vivre sans avoir à travailler. Fenris se demande s'ils peuvent apprivoiser des bêtes magiques si facilement, et Billary se sent confiante qu'elle peut le faire avec suffisamment de ressources. Fléau lui dit qu'il achètera plus de terres aux propriétaires et leur montre combien cela coûtera. Les filles se dégonflent instantanément, réalisant qu'elles sont trop fauchées pour acheter ne serait-ce qu'un pouce de terre. Fléau propose de l'acheter pour elles. Mais elles se sentent coupables d'utiliser son argent, alors il leur dit qu'elles peuvent juste lui donner une part de leurs bénéfices pour le rembourser. Les filles acceptent finalement son offre et se mettent au travail. Et Fléau dit à Blossom qu'elle peut essayer de faire pousser des cultures hors saison avec sa magie. Elle refuse de continuer à dépendre de lui, alors Aya propose d'aider. Cependant, Blossom refuse, disant que les cultures ne peuvent être cultivées qu'avec beaucoup d'amour et de temps. Mais Bologna demande à Aya de lui montrer comment la magie peut être utilisée pour l'agriculture. Blossom remarque qu'elle porte un uniforme, alors Bolano lui dit qu'elle a rejoint une académie de magie en tant que professeur. Elle remercie Fléau de lui avoir tout appris, mais il lui rappelle d'être fière de tout l'apprentissage et la pratique qu'elle a fait elle-même. Bolano hoche la tête, avant de dire à Blossom que la magie peut également être utilisée dans la vie de tous les jours, et Fléau dit qu'elle peut simplement expérimenter la magie sur une plus petite portion de terre avant de l'utiliser sur le reste. Blossom accepte finalement d'utiliser l'aide de Aya, et elle se met au travail avec elle. Regardant tout le monde contribuer positivement, Balerosa se sent exclue, tandis que Fléau se sent heureux que toutes les filles aient trouvé leur chemin. Il dit à Fenris qu'il veut ouvrir sa propre boutique un jour, et elle promet de le soutenir avec tout ce qu'elle a. Fenris dit à Fléau qu'il peut compter sur elle pour n'importe quoi, et il lui donne une alliance assortie avec une belle gemme. Alors qu'il met la bague à son doigt, Fenris se sent submergé de joie, et serre son mari dans ses bras. Pendant ce temps, dans la prison de Clérode, le héros idiot attend dans une cellule de prison. Attendant désespérément son exécution, dans une cellule voisine, Tsuya pleure en attendant sa punition, tandis que le prince crie, refusant d'accepter son sort. Le lendemain, Balerosa se retrouve à porter une robe de mariée dans son rêve. Soudain, Gal s'approche d'elle en tant que mariée et lui dit qu'ils vont se marier. Alors que les démons autour d'eux applaudissent, Gal propose de conquérir le monde pour le cadeau de mariage de Balerosa, ce qu'elle refuse rapidement. Mais quand il se penche pour un gros smack, elle se réveille enfin du terrible cauchemar. Balerosa se sent soulagée, mais réveille toute la maison, criant qu'elle ne veut pas avoir de sentiments pour Gaul. Le lendemain matin, Balerosa cuisine avec Fenris, qui lui demande pourquoi elle a l'air mal en point. Balerosa lui dit qu'elle a fait un cauchemar, et Fenris se demande si elle a rêvé de son coup de cœur secret. Alors que Balerosa rougit furieusement, les autres filles utilisent la transmission instantanée pour venir entendre leur commérage, se demandant si elle est tombée amoureuse de Gal. Balerosa pense qu'il n'y a aucun moyen Gal. Tout le monde pouvait l'aimer après qu'elle l'ait menacée. Mais les filles lui rappellent qu'il n'arrêtait pas de venir chez elle juste pour la voir. Ensuite, elles demandent à Fenris comment elle est tombée amoureuse de Fléau,
Et elle leur raconte qu'elle a été attirée par sa gentillesse, vraiment. Fenris révèle qu'au début, elle pensait que Fléau était juste un type innocent, alors elle voulait le protéger. Cependant, après avoir passé du temps avec lui, Fenris a juste accepté d'être gentil comme lui. Derrière elle, Fléau interrompt leur commérage en s'éclaircissant la gorge, mais soudain, son système l'alerte que des démons sont apparus à l'extérieur de leur barrière. Fléau décide d'aller vérifier si les villes sont en sécurité. À l'extérieur de la barrière, un des espions de Gaulle observe silencieusement. Pendant ce temps, au château royal, une conseillère informe Elisabeth que Fléau les a payés pour les réparations de la ville en utilisant des pièces spéciales qui n'étaient distribuées que par le château royal lui-même. Elle se demande qui pourrait bien avoir leur monnaie spéciale, et la conseillère lui rappelle que le royaume avait autrefois donné quelques pièces à un héros raté nommé Bonaza avant de le chasser dans la forêt. La conseillère soupçonne que Bonaza pourrait se déguiser en Fléau. La princesse réalise alors l'erreur de son père et se demande comment s'excuser auprès de Fléau, mais soudain, un messager l'informe que le héros et Souya se sont échappés de leur prison. Elle lui dit de commencer une recherche, tout en regrettant la décision de son royaume de soutenir le bouffon blond au lieu du véritable héros. À l'extérieur du château, le héros et Souya paniquent en se cachant des gardes. Le héros pense qu'il ne mérite pas d'être puni, mais Sou, tu lui rappelles qu'il a volé une sacoche de rangement au trésor en s'échappant. Après avoir dit qu'il mérite de l'argent parce que le royaume a promis de le payer pour ses services, il ouvre la sacoche. À son grand étonnement, elle ne contient qu'un coffre avec des outils agricoles, et les gardes le rattrapent rapidement. Cependant, une fois que les gardes atteignent leur cachette, ils la trouvent vide et quittent les lieux. Pendant ce temps, le héros et Souya sont heureux que l'outil magique ait fait un trou géant pour qu'ils se cachent, mais se demandent comment ils vont sortir. De retour au château du Seigneur Démon, Gaulle demande à Uliminas si elle a trouvé Fléau. Elle lui dit qu'il est introuvable et dit qu'il est possible qu'il ait quitté le pays. Cependant, Gal souligne que la téléportation ne peut emmener une personne qu'à un endroit qu'elle a déjà visité, donc Fléau n'aurait pas pu aller dans un autre pays en si peu de temps. Uliminas pense qu'il devrait attaquer et vaincre le royaume de Clérode au lieu de chercher Fléau, mais Gaulle lui rappelle que Fléau pourrait simplement annuler tous leurs efforts en utilisant la purification sur eux. Elle souligne que les autres démons n'accepteront pas d'arrêter la guerre, et Gaulle lui tapote la tête en disant qu'il ne veut pas sacrifier ses démons pour un combat inutile, voyons. À l'extérieur de la pièce, un démon espion sourit. L'espion raconte les plans de Gal à son frère Huigar, et il devient furieux que son frère agisse si lâchement. Huigar tape du pied de colère, ce qui envoie son assistante au sol, de plaisir. Elle lui rappelle que Fléau a le pouvoir d'un vrai héros, mais Huigar la renverse à nouveau. Alors que le démon apprécie de se faire maltraiter, Huigar déclare qu'il prendra le trône à son frère et lancera une attaque en tant que véritable chef de la race démoniaque. De retour en ville, Fléau et Fenris profitent d'un rendez-vous ensemble alors qu'ils s'assurent que chaque endroit est sûr. Cependant, ils rencontrent une vieille dame qui ferme son magasin, disant qu'après la guerre, son fournisseur a perdu son magasin, donc elle n'a pas d'autre choix que d'arrêter. Fenris est triste que tant de gens aient été blessés par les combats, mais Fléau lui rappelle que de nouveaux magasins ouvrent, montrant que les humains se remettent toujours de leurs pertes. Plus tard, Balirosa les trouve tous les deux et leur propose de leur offrir le déjeuner. Fenris est contrarié qu'elle interrompe leur rendez-vous, mais accepte sa généreuse invitation. Balirosa explique qu'elle a été promue aventurière et veut les remercier pour tout leur soutien. Avant qu'ils ne puissent partir, cependant, Aya arrive en volant et informe Fléau qu'une personne très puissante arrive. Elle se prépare à le défendre, mais Fenris l'arrête alors que Gaulle s'approche d'eux. Ils se rendent tous dans un restaurant pour manger ensemble et Gaulle est heureux de retrouver Balirosa. Elle se sent nerveuse, pensant que ses rêves étranges étaient vrais, mais Gaulle leur dit qu'il aime visiter les villes humaines pour découvrir leur culture tout en espionnant l'ennemi. Cela contrarie Balirosa, qui lui demande s'il veut combattre les humains, même après avoir vu qu'ils essaient juste de vivre paisiblement. Gaulle hoche la tête sans honte, lui rappelant que les humains considèrent également sa race comme une menace juste parce qu'elle existe, et elle se tait. Cléo dit à Gaulle que Fenris est assez facile à vivre, même si quelques démons peuvent ne contrôler leur mana sombre. Aya ajoute également que si trop de démons libèrent leur mana sombre dans une zone, cela infecte et blesse les humains autour d'eux. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vivre ensemble. Gaulle hoche la tête, disant que son espèce est aussi un peu sanguine, donc ils commencent à se battre pour les moindres problèmes. Il se lève et s'en va, tandis que tout le monde reste silencieux et inquiète à la table. Alors qu'ils rentrent tous chez eux, Fléau est morose, que les démons et les humains soient nés séparés si brutalement dans leur monde, et serre sa femme dans ses bras, se sentant reconnaissant de pouvoir être avec elle. Pendant ce temps, de retour dans le trou, Souya a du mal à grimper jusqu'en haut.
Elle atteint enfin la surface, mais alors qu'elle a du mal à se hisser, le héros en dessous d'elle est distrait par sa silhouette et tombe après avoir perdu sa prise. Le lendemain, la famille de Fléau savoure un bon steak cuisiné par Fenris, qui les remercie pour tous leurs compliments. Fenris révèle qu'elle a récemment rencontré son professeur de cuisine pour la remercier de l'avoir aidé à gagner le cœur de son mari, car Fenris pense à apprendre des plats pour leurs futurs enfants. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à leur porte. Il sort avec Fenris et trouve Elisabeth dehors. Elle s'adresse à lui par son vrai nom, Bonaza, et s'excuse auprès de lui pour que son père l'ait expulsée. Fléau l'invite à prendre le thé, et elle entre, mais demande à tous les autres de partir pour qu'elle puisse lui parler en privé. Fenris est contrariée, disant qu'elle ne fait pas confiance au royaume après ce qu'ils ont fait à son mari. Et Fléau dit à Elisabeth qu'il ne peut pas lui parler sans sa femme. Elisabeth soupire, mais accepte de laisser Fenris rester avec eux. Avant de s'excuser à nouveau pour tout ce que le royaume lui a fait, Fléau lui pardonne, mais lui demande si elle est vraiment venue de si loin, juste pour dire désolé. Elisabeth sourit qu'il l'ait démasqué et lui donne une carte magique qui montre l'emplacement de toutes ses troupes. Cléo est surprise qu'elle lui donne des informations top secrètes, et Elisabeth l'informe que leur sort de purification va bientôt s'épuiser, et que le royaume ne peut pas défendre toutes les zones. Elle lui demande de protéger les zones non défendues, et Fenris est contrarié qu'elle essaie toujours d'impliquer son mari dans la guerre. Elisabeth explique alors qu'elle prend toutes ces mesures parce que le vrai roi est dans le coma, donc elle peut lui faire abandonner le trône en le tenant responsable d'avoir nommé un faible sans épine dorsale comme héros. Elisabeth dit qu'avec l'aide de Fléau pour renverser le roi, et Fenris est furieuse qu'elle essaie toujours de l'utiliser. Fléau la calme, disant que la princesse veut juste une garantie de lui qu'il n'aidera pas les démons dans la guerre. La princesse hoche la tête, disant qu'elle lui donne les informations secrètes de leur empire en signe de confiance, et demande à Léo de l'aider à protéger les zones non défendues sans s'impliquer dans le reste de la guerre. Pendant ce temps, quelque part en ville, le héros et Tsuya sont toujours en fuite du royaume. Le héros se demande pourquoi Tsuya suit un criminel comme lui, mais elle lui rappelle qu'il l'a sauvé de la prison et l'a emmené avec lui même si elle n'était qu'un fardeau pour lui. Alors que le héros n'arrive pas à avouer ses sentiments, soudain, une araignée aléatoire lance une toile qui les piège tous les deux et un démon sort pour les kidnapper. Plus tard dans la chambre de Fléau, Fenris le rejoint au lit alors qu'il pense à accepter la demande d'Elisabeth. Il lui dit que même s'il déteste se battre, il ne peut pas simplement laisser des innocents sans défense, et veut créer un monde un jour où les humains et les démons pourront vivre en harmonie ensemble. Fenris lui tient la main, promettant de le soutenir quoi qu'il arrive. Le lendemain, les gens commencent à évacuer une ville voisine, alors que l'armée démoniaque commence son attaque. Une petite fille ramasse des fruits dans une forêt à l'extérieur, quand des démons sautent pour l'attaquer, mais heureusement, Fléau et Fenris la sauvent en se déguisant. Fenris est contrarié que Fléau fasse autant de travail gratuitement, tandis que les démons sont en colère qu'elles trahissent leur race pour aider les humains. Soudain, un cyclope géant entre et se moque de Fenris, disant que sa race est pleine de faibles pathétiques comme son frère, qui a perdu contre un humain. Elle se met en colère et se prépare à combattre le crétin borgne. Offensé qu'il se moque injustement de son visage, Fléau lui permet de se battre, et Fenris sort, alors que le cyclope la rate avec son gourdin. Fenris court en cercle autour de lui, mordant des morceaux de sa chair, et Cyclope se moque d'elle pour ses attaques faibles. Elle lui dit d'être reconnaissant qu'elle ne le tue pas carrément, avant de sauter dans les airs et d'échanger leur position avec un sort magique. Le Cyclope lui lance son gourdin comme un boomerang, alors Fenris échange simplement leur position à nouveau, et le gourdin fracasse la tête du Cyclope. Elle l'épingle ensuite en clouant des arbres dans ses blessures, le laissant complètement vaincu et maîtrisé. Le Cyclope demande à ses subordonnés de l'aider, mais Fléau les maîtrise facilement. Il guérit ensuite le Cyclope et lui dit de rentrer, mais le démon est surpris qu'il lui épargne la vie. Fléau explique qu'il veut juste éviter de se battre, mais si les démons continuent de revenir, il les pliera à la soumission. Les démons finissent d'été par avoir peur de lui et s'en vont, et Fenris est heureuse que tout le temps que Fléau a passé à s'entraîner à faire le dur ait porté ses fruits. Elle se demande pourquoi il ne les a pas simplement torturés pour qu'ils abandonnent pour de bon, mais il lui rappelle que cela les aurait simplement amenés à détester encore plus les humains. Ensuite, des gens sortent de leur cachette et remercient Fléau pour son aide, mais demandent pourquoi il a un loup démon avec lui. Fléau explique qu'elle est juste sa partenaire, et la petite fille qu'ils ont protégée vient aussi remercier. Il explique ensuite qu'il protège les villes sur ordre de la princesse Elisabeth, et les gens se calment alors qu'il s'en va. Pendant ce temps, au château royal, un messager rapporte à la princesse qu'un aventurier inconnu a protégé des villes contre les démons,
tout en disant qu'il travaille pour elle. Elle est heureuse que Fléau ait accepté sa demande, et son conseiller dit au messager d'annoncer que tous dans le royaume devraient coopérer avec cet aventurier. De retour à Fléau et Fenris, Gaul les regarde chasser d'autres démons, se sentant furieux que son frère envoie des troupes attaquer sans sa permission. Il reçoit ensuite un message d'Ulyminas, selon lequel, de retour au château, Wagar a déjà pris le trône avec l'aide de son partenaire. Dans le château des démons, l'assistante d'Uagar lui donne le héros, et Souya, disant qu'ils peuvent les sacrifier à un être maléfique pour obtenir le pouvoir de vaincre Gaul. Alors que Gaul retourne au château, son frère sourit, prêt à le trahir et à tout prendre. Le lendemain, Gaul demande à Fléau de le laisser, lui et Ulyminas, rester dans sa maison, révélant qu'il est maintenant sans abri. Il explique que récemment, il a reçu des nouvelles de son espion selon lesquelles Wigard prévoyait de le renverser et de devenir le seigneur des démons. Il se souvient qu'au château, Ulyminas a demandé aux 4 infernaux s'ils étaient d'accord pour remplacer Gaul. Mais ils lui ont dit qu'ils essayaient juste de réveiller leur roi. Ils lui disent que même s'ils sont fidèles au roi, ses actions passives et suspectes créent des troubles chez les démons, il doit donc revenir et montrer son pouvoir. Ensuite, ils entrent tous dans la salle du trône, où ils trouvent Juagar assis sur le trône. Les 4 infernaux sont contrariés par son arrogance, mais l'assistant de Juagar, Fifun, leur dit de ne pas interférer avec leur duel une fois que Gal arrive. Ulyminas est incapable de contenir sa colère et saute pour attaquer Hugward, mais il repousse facilement son attaque et la souffle dans la porte. Finalement, Gal arrive pour la confrontation et envoie son espion s'occuper d'Ulyminas pendant qu'il affronte Hugward. Gal s'approche de son frère, qui le défie en duel, disant qu'il a pris de mauvaises décisions en tant que dirigeant. Il demande à Hugward quelle mauvaise décision il a prise, et il répond qu'à cause de son attitude lâche, Gaul a fait soupçonner à tous les démons qu'il se rangeait du côté des humains. Gaul demande aux 4 infernaux s'ils sont d'accord avec Hugward, et ils restent tous silencieux. Alors il libère son pouvoir et se prépare à se battre. Tout le monde est excité de voir une bataille épique, mais à leur choc, Gal enlève simplement son anneau de démon et annonce qu'il abandonne le trône à Hugward. Alors qu'il commence à partir, Hugward se met en colère, pensant qu'il se moque de lui, et charge sur Gal. Cependant, il l'envoie voler en arrière avec juste un seul coup de pied qui l'envoie s'écraser à travers plusieurs murs et à l'extérieur du château comme un morceau de déchet. Ensuite, Gal quitte nonchalamment le public stupéfait, tandis que le héros et Souya se demandent s'ils sont sauvés. Après que Gal ait terminé l'histoire, Fléau lui dit qu'il a besoin de la permission de la fille avant de le laisser rester. Juste à ce moment-là, Balerosa entre et son âme monte presque au ciel quand Gal lui demande s'il peut vivre dans sa maison. Ensuite, toutes les filles de nuit se rassemblent et Gaul explique qu'il n'est plus le seigneur des démons. Fenris se demande pourquoi Gaul n'a pas l'argent pour se trouver son propre logement. Alors, Ulyminas révèle qu'il a donné tout leur argent aux démons qui lui étaient fidèles et ont quitté l'armée des ténèbres. Elle est en colère que Gaul soit si gentil, mais il lui dit qu'il ne va pas changer ses habitudes juste pour obtenir du soutien. Ensuite, Cléo demande aux filles, si cela ne les dérange pas, de laisser Gaul rester. Et toutes les filles sont d'accord, sauf Balerosa. Fenris demande à Balerosa si elle veut qu'elle expulse son ancien patron et collègue, tandis que Fléau est embarrassé par ses tactiques de manipulation. Réalisant qu'elle est surclassée par littéralement tout le monde, elle accepte et Fenris est heureuse d'étendre sa meute avec un autre membre puissant. Alors que Gaul commence à vivre avec la famille Fléau, il essaye d'aider Blossom avec sa ferme, mais elle a peur et lui dit de partir. Il essaie ensuite d'aider Billary avec ses bêtes magiques, mais son aura les rend sauvages. Après avoir échoué à se faire des amis avec les filles, Gaul rend visite à Fléau dans son armurerie, surpris de voir qu'il a créé un équipement très puissant avec des matériaux démoniaques. Alors qu'ils discutent tous les deux des propriétés de l'équipement, Ulyminas les observe sur le côté, pensant que Gaul semble encore plus heureux avec les humains qu'il ne l'était avec les démons. Debout avec elle, Fenris remarque Balerosa qui regarde, mais elle s'enfuit après avoir été repérée. La nuit, alors que tout le monde profite du dîner ensemble, Balerosa les regarde de loin. Après qu'ils se soient tous endormis, elle se tient dehors en regardant les étoiles et Fenris l'appelle. Elle offre à Balerosa du thé et des biscuits avec Fléau qui lui dit qu'ils sont inquiets de la façon dont elle gère le fait que Gal vive chez eux. Elle lui dit qu'elle s'en fiche, mais elle a été surprise quand les filles sont acceptées si rapidement. Elle dit que même si Gaul est un homme bon qui ne fait pas de mal aux autres, elle a quand même perdu beaucoup de ses amis à cause d'attaques de démons, donc elle ne peut jamais accepter de vivre avec eux. Fléau lui dit qu'il est normal de ressentir du ressentiment envers les démons, et elle n'a pas à se forcer à être amie avec Gal. Ensuite, Fenris lui demande pourquoi elle a accepté de vivre avec elle, même si elle est aussi un loup démon. Fenris révèle également qu'au début,
Elle voulait nourrir toutes les filles à l'armée des démons. Et Valerosa a une crise existentielle sur ses propres doubles standards. Ensuite, Fenris lui rappelle qu'elle a également contribué à leur maison en lui apprenant à cuisiner. Et Valerosa sourit, se sentant mieux après son encouragement. Le lendemain matin, Valerosa avertit Gale et Oulaminas de ne pas essayer de faire quoi que ce soit d'amusant. Et Oulaminas se moque d'elle pour être trop faible pour les blesser de toute façon. Valerosa rappelle au chat qu'elle a également, lamentablement, échoué à vaincre Fléau. Alors que Gale rit et propose de lui serrer la main, la remerciant de les avoir acceptés dans sa maison, elle lui dit qu'elle lui serrera la main après qu'elle soit sûre qu'elle peut lui faire confiance. Avant de partir avec Saib pour aller chasser, quelque part ailleurs, le héros raté et Suyur retournent en ville avec un tas d'argent volé alors qu'un brouillard noir les poursuit. De retour au château des démons, Huiguard est frustré parce que l'armée de Clérode continue de vaincre ses démons. Fufin lui dit que les humains piègent maintenant leurs itinéraires d'attaque à l'avance, et il se demande comment les humains sont devenus si intelligents. Il repousse Fufin après lui avoir dit de rassembler son armée pour une attaque totale. Avant de quitter la pièce, derrière lui, les infernaux murmurent ensemble, se moquant de leur roi stupide pour avoir attaqué sans aucune stratégie. Cependant, Fufun réapparaît dans la pièce et annonce qu'elle a un plan pour stimuler leur morale avec un rassemblement social. Pendant ce temps, Fenris gagne un billet de vacances dans une station thermale à la loterie. Elle est excitée d'avoir une escapade romantique avec Fléau, mais est déçue après avoir découvert qu'ils peuvent en fait amener tous leurs amis aussi. Ensuite, toute la famille se dirige vers la station, et Fenris se réjouit après avoir appris que l'une des sources chaudes est censée stimuler la fertilité. Une fois qu'ils entrent, elle demande sournoisement à un préposé au sujet de la source de fertilité et se dirige tranquillement pour aller la voir. Ailleurs, à l'intérieur des vestiaires, Blossom est terrifié après avoir rencontré Ewagar. Fufin le calme et la renvoie, rappelant à son maître qu'ils essaient d'éviter un combat. Les regardant de loin, Fenris avertit Gale de rester à l'écart de Huiguar, au cas où il commencerait à se battre et ruinerait ses vacances. Ensuite, tout le monde se dirige vers sa chambre partagée, où Fenris annonce fièrement qu'elle a une chambre séparée avec Fléau. Tout le monde commence alors à regarder toutes les différentes expériences à la station. Alors que Fenris pense à emmener son mari pour faire des bébés, Aya est excitée de voir de l'action. Mais Fenris l'avertit d'un air meurtrier de rester à l'écart d'eux à tout moment. Ensuite, après avoir décidé où ils veulent-ils tous aller, tout le monde part après avoir convenu de se revoir pour le dîner. Pendant ce temps, Aya visite le royaume intérieur de son âme, où elle trouve les Amélinas piégées, qui lui demandent ce qu'elle veut. Aya lui dit qu'elle veut faire un entraînement spécial avec elle, après avoir été inspirée par les activités de Fenris et Fléau dans la chambre. Alors qu'elle met Amélina sur un matelas, Aya monte dessus, et la sorcière désemparée lui rappelle qu'elles sont toutes les deux des femmes. Cependant, Aya lui révèle qu'en tant que djinn magique, elle peut devenir le sexe qu'elle veut, et cela traumatise tellement d'Amélinas qu'elle la chasse de son propre monde mental. Quelque part ailleurs dans une source chaude, Fenris et Fléau sont assis de part et d'autre des murs. Fléau apprécie la sensation relaxante et demande à Fenris si elle aimerait partir en lune de miel romantique avec lui un jour. Elle accepte, se sentant assoiffée d'action, et Fléau quitte rapidement le bain car il est embarrassé. Ailleurs dans la station, Billari essaie secrètement de visiter un musée pour des jouets pour adultes spéciaux, et Aya la perverse la trouve rapidement. Malgré l'hésitation de Billari, Aya l'entraîne à l'intérieur du musée, avide de coquinerie. Au même moment, Bolano et les autres filles déjeunent avec Gale et Uliminas. Blossom taquine Valerosa pour avoir regardé Gale, qui complimente sa robe. Uliminas devient jalouse, mais Gale ne remarque pas ses sentiments et part chercher des boissons. Ailleurs dans la station, Huiguard et son équipe apprécient également la nourriture humaine, tout en prétendant qu'elle a un goût affreux. Huiguard dit à ses démons de fournir un peu de divertissement, alors Fufin se lève et commence à danser comme un vieil imbécile ivre. Huiguard l'assomme pour la danse stupide, alors deux autres démons se lèvent et commencent à se gifler comme si c'était une comédie des Looney Tunes des années 40. Ils ne remarquent pas tous les deux qu'une de leurs boucles d'oreilles, de suppression de magie, tombe, libérant du mana maléfique dans l'air. Pendant ce temps, le héros idiot arrive à l'extérieur de la station et Souya lui demande de la laisser profiter des sources chaudes. Il sourit d'un air suffisant et sort un cristal de démon de sa sacoche, disant qu'il peut le vendre pour l'argent pour payer leurs vacances. Cependant, le cristal absorbe le mana maléfique dans l'air et améliore la puissance des deux démons qui se battent, ce qui commence à détruire la station autour d'eux. Tsuya remarque les deux démons décérébrés se battant l'un l'autre, tandis que le cristal se lie. Un elfe transforme le héros en bête sombre grâce au mana maléfique des démons. La bête démolit tout, mais Fléau empêche l'immeuble de s'écrouler complètement. Il demande à Fenris d'aller voir, tandis qu'Uliminas explique que le monstre
a été créé par une gemme noire, devenue incontrôlable car utilisée par un humain. Les filles partent arrêter la bête, mais Gaul leur rappelle que Fléau peut gérer ça facilement. Cependant, elles s'énervent et partent quand même, refusant de tout laisser à Fléau. Gaul, inspiré par leur courage, emmène Uliminas avec lui pour aider aussi. Alors que Gaul s'approche du monstre, Huagard surgit, prêt pour une revanche. Il lance des éclairs noirs sur Gaul, qui les bloque facilement, puis utilise la bête sombre pour lui tirer un puissant rayon. Gaul le bloque tout aussi facilement, frustrant son frère. Pendant ce temps, Balerosa informe Fléau qu'une bête sombre attaque le complexe. Elle lui dit que Gaul parlait à des individus suspects, donc il pourrait s'être allié à Huagard pour lancer l'attaque. Cependant, Cléo lui dit que Gal ne ferait jamais ça, et qu'elle lui fait confiance pour gérer Huagard. Mais la bête sombre capture Gal avec des tentacules. Alors Gal bouge son corps et la projette contre le bâtiment. Gal a du mal avec la magie de la gemme. Alors Fenris décide de séparer les humains de la gemme. Elle se téléporte au-dessus et sort le héros, ce qui dissipe le monstre et fait tomber Tsuya de haut, mais Gaul la protège. Après ça, Huigard se prépare à combattre Gal à nouveau. En bas, Uliminas demande au groupe du Huigard pourquoi ils font tout ce raffut, mais les Infernal Fours lui disent qu'ils profitaient des vacances, et n'ont rien à voir avec les deux frères. Fufin s'énerve contre Uliminas et l'attaque avec son araignée, mais le chat saute sur elle avec fureur. Sur le toit, Gaul bloque facilement les attaques d'Huagard avant de riposter avec un sort. Huagard continue d'attaquer, furieux que son frère puissant défende si passivement. Finalement sérieux, Gaul saisit la bouche d'Huagard et scelle tout son mana. Gaul lui dit qu'il a appris le sort des humains pour vaincre l'ancien seigneur démon, disant que leur race démoniaque a toujours poussé les humains trop loin. Huagard se sent trahi que son frère utilise des techniques humaines. Pendant ce temps en bas, le personnel du complexe combine sa magie et le sel avec son équipe. En colère d'avoir endommagé leur complexe, la propriétaire les renvoie tous dans le royaume des démons, devant tout le monde. Pendant ce temps, Fenrisis utilise le visage du héros comme un tambour pour avoir gâché ses vacances. Balerosa lui dit de s'éloigner du bâtiment pour que Fléau puisse le réparer avec de la magie. Après les réparations magiques, la famille Fléau nettoie et répare le complexe en un rien de temps, satisfaisant la propriétaire. En remerciement, elle dit à tout le monde qu'ils sont libres de profiter de son complexe autant qu'ils le souhaitent. Après cela, les filles se taquinent dans les sources chaudes pendant que Fléau profite d'un moment tranquille avec Gal. Gal l'admire de ne pas utiliser ses pouvoirs égoïstement, disant qu'avec son soutien, ils peuvent arrêter la guerre inutile entre les humains et les démons. Fléau lui dit que même s'il a des pouvoirs divins, il n'a toujours pas de solution rapide pour résoudre tous leurs conflits. Cependant, il espère qu'avec le soutien de ses amis et de sa femme, ils pourront lentement progresser vers une solution. Et Gaul accepte de le soutenir dans ce voyage. Après le bain, tout le monde est ravi d'avoir un buffet gratuit de la part de la propriétaire, tandis qu'un préposé donne secrètement de la nourriture à Fenris pour stimuler son pouvoir d'amour. Pendant ce temps, Balerosa remercie Gal d'avoir protégé les humains, et Ulimanas est jalouse qu'elle essaie de flirter avec lui. Après un bon dîner, ils vont tous se coucher, et plus tard dans la nuit, Fenris sort s'asseoir avec Fléau, qui lui demande ce qu'elle pense des humains. Fenris lui dit que même si les humains sont faibles, leurs vies sont remplies de buts autres que le combat. Elle se souvient avec quelle facilité Balerosa l'a vaincue avec sa cuisine, disant qu'après avoir passé autant de temps avec les humains, elle a appris à les respecter et à les aimer. Fenris se demande pourquoi Fléau veut savoir ça, et il répond que si les combats entre les humains et les démons empirent, il aura besoin de son aide pour protéger les innocents. Il la serre contre lui, disant qu'avec son aide, il maintiendra toujours un équilibre et aidera équitablement les deux camps, et Fenris accepte de le soutenir dans tout ce qu'il souhaite. Puis, elle le serre plus fort, disant qu'elle veut faire un monde meilleur pour leur futur enfant, et les deux partagent une nuit passionnée. Plus tard dans la matinée, Bylri et Blossom remarquent à quel point Fenris est joyeuse, et essaient d'ignorer ce qu'il s'est passé. Gaul est inconscient de tout, mais Uliminus le fait taire, et ils se téléportent tous chez eux. Bientôt, la vie reprend son cours normal, avec Bolano qui commence sa carrière d'enseignante, Blossom qui cultive ses légumes avec Aya, et Fléau qui travaille sur son équipement avec Gaul. Alors que Balerosa revient de sa chasse, Uliminas devient protectrice envers Gaul, alors elle change de sujet et demande des nouvelles de la cérémonie de couronnement de la princesse Elisabeth. Fléau pense que les villes doivent être pleines de vie pour leur nouvelle reine, mais Balerosa craint que les démons n'attaquent. Cependant, Gaul lui dit qu'il faudra du temps à Huagard pour récupérer son mana. De retour dans la capitale royale,
Élisabeth termine son couronnement et demande à son conseiller où est son père. Sachant que son père s'est enfui après avoir été démasqué pour ses actes maléfiques, Élisabeth est déterminée à compenser ses échecs. Pendant ce temps, le héros idiot se cache dans un autre trou avec Tsuya, qui en a marre de fuir tout le temps. Il essaie de lui faire croire qu'un jour, il redeviendra le héros. Elle devrait donc se réjouir. De retour chez Baron, Fenris appelle tout le monde à l'intérieur pour dîner. Et il est heureux d'avoir tant de nouveaux amis dans ce monde. Il s'approche de Fenris et suggère que, s'ils ouvrent une boutique un jour, ils peuvent y inclure sa cuisine et les produits de la ferme. Fenris accepte de l'aider à ouvrir sa boutique de rêve et ils entrent ensemble. C'était la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récaps et regardez la prochaine vidéo à l'écran.